Bonjour, j'espère que vous allez bien, tout comme nous. Les moustiques aiment pas mal cette période de l'année. Hein? Et vous aimerez également cette émission-là, bien sûr, avec Gilbert Lachance, comédien, lui qui fait aussi la doublure de plusieurs voix du côté de Hollywood. Aussi un talent de pianiste que vous allez découvrir plus loin. Sophia Yann-Antoineau, courtière immobilière aussi, va nous parler des condos. Laurent Turcot, professeur historien, auteur d'un livre tout récent et déjà très prisé de la part des lecteurs. Catherine Rézara vient nous parler, elle, de son métier, soit de designer intérieur. Aussi, on aura l'occasion de parler avec Martin Labrec. On se dirige en Europe, destination vacances pour vous. Peut-être que c'est pas tout à fait ficelé. Vous aurez plusieurs points de vue à ce sujet. Jean-Louis Blanchard, qui est un auteur à succès de polar, vient nous présenter son plus récent volume. L'humoriste Pam Tillis, qui, à la fois en anglais et en français, brille actuellement sur les scènes du Québec. Nicolas Vincent Poirier vient aussi nous parler de cinéma. Mais tout d'abord, Christine Pagé vient nous enlever un petit peu de charge mentale, de stress en prévision des vacances de 2024. Bonne émission! On est à l'aube des vacances, puis là, il faut penser à préparer les valises, il faut anticiper les activités, il faut inscrire aussi les jeunes au camp de jour, même que cette période-ci, si vous ne l'avez pas fait, vous êtes pas mal en retard. Il y a un stress qui s'ajoute, puis on dirait que des fois, on arrive en vacances plus fatigué ou à la fin des vacances, où on est supposé être reposé, on est plus fatigué justement. Comment anticiper les choses? C'est Christine Pagé avec nous, qui est psychologue, qui va nous parler de charge mentale, surtout chez les mamans, de quoi aussi elle connaît au quotidien avec sa fille à la maison. Salut Christine! Oui, allô Alex. Est-ce que c'est quelque chose... C'est le temps d'être honnête. C'est-tu quelque chose qui t'est déjà arrivé toi-même, d'être full stressé, d'être dans ton quotidien durant la saison estivale avec ta fille, puis d'avoir un peu de la misère à savoir où donner de la tête? Plus maintenant, comme j'ai dit, parce qu'elle a 15 ans, elle est quand même assez autonome, mais ce que je me rends compte, il y a certains types de vacances qui sont moins de repos que d'autres. Je pense au camping, entre autres. Qui demande de tout organiser, pas seulement notre valise, mais tous les bagages qui vont avec, de quand même cuisiner tous les repas. Et là, on n'a pas le luxe qu'on a actuellement à la maison. Fait que, bon, pour moi, c'est pas mes vacances préférées, mais même un voyage en Europe qui est super, que j'adore, mais on marche énormément. C'est pas nécessairement un voyage de repos, c'est pas des vacances de repos. Versus le tout inclus dans le sud, où là, en fait, on peut vraiment se reposer. Mais c'est sûr que pour moi, comme pour la plupart des femmes, on va gérer l'organisation des activités, les réservations, les valises des enfants quand ils sont plus jeunes. Donc, il semble qu'il y a eu une étude qui a été faite en France en 2022, puis c'était 2/3 des femmes qui se retrouvaient là, au moins 2/3 qui se retrouvaient avec toute la charge des vacances, puis même plus que ça, 78% là, se retrouvaient à faire la valise des enfants et tout. Donc, oui, voilà, ça fait beaucoup sur les épaules, là, cette charge des vacances. Bien, tu as parlé, évidemment, ça peut en venir avec la situation familiale. Bien sûr, si on est en situation de famille monoparentale, par exemple, si on décide d'une destination vacances aussi, on peut s'ajouter de façon involontaire, mais quand même, ça y fait sur la pression que ça peut exercer sur nous, sur notre couple aussi. Comment éviter, justement, les situations qui pourraient devenir conflictuelles, puis bien diriger les choses, là, en tant que femme, en tant que maman aussi? Oui, bien, c'est sûr que si déjà on se prépare d'avance, des quelques semaines, même quelques mois, tu parlais des camps de jour, évidemment, les gens qui n'ont pas encore réservé vont être sûrement un petit peu mal pris avec leurs enfants cet été, mais planifier même les vacances, peut-être pas tout faire à la dernière minute, déjà ça enlève un stress. On parlait de couple, bien sûr, communiquer avec son conjoint, même essayer de lui donner plus de responsabilités justement pendant les vacances pour être capable de se reposer. Donc, ça peut être les valises, ça peut être les réservations et tout ça. Alors, déléguer, comme je dis toujours, on délègue de A à Z, hein, au complet.
C'est ça. Ça peut être avec les enfants, d'aller les porter parfois chez les grands-parents, les tantes, les oncles, peu importe, d'autres personnes qui pourraient s'en occuper pour avoir quelques jours, soit seuls, soit en amoureux. Puis, c'est ça. Tu sais, même si les mères, on est des bonnes géos en général, on peut prendre du temps pour soi ou pour des activités, des vacances dont on a le goût de faire. Je disais que moi, le camping, c'était pas mes vacances préférées, mais c'est correct aussi de faire ce qu'on aime pendant nos vacances. Oui, mais aussi, tu sais, c'est parce que aussi, moi, en tout cas, autour de moi, là, j'ai des gens qui n'ont que 2 à, peu importe, 3 semaines par année de vacances, ça dépend des cas, mais on dirait qu'il faut en profiter tout le temps. On se book, on se met des choses à l'horaire à tous les jours. Est-ce que c'est pas aussi de se délester un peu de ce stress, justement, là où le reste de l'année, on a quelque chose à tous les jours auquel penser? C'est pas aussi parmi les solutions, les stratégies de planifier des zones tampons ou des journées tampons pour ne rien mettre au programme, de se laisser porter par l'improvisation? Exactement, ça fait partie des stratégies de lâcher prise puis de se garder des moments pour être spontané pour l'imprévu. Oui, exactement. Mais des fois, les gens sont tellement habitués à rouler tout le temps, ça devient un évitement de se mettre des activités à tous les jours. Peu importe ce qu'on évite. Oui. Ça demande de l'introspection, ça, pour le savoir, mais on sait que c'est comme s'il y avait un évitement du vide ou du silence ou de juste une journée tranquille, comme on disait. Ça veut pas dire qu'on fait rien, c'est spontané ce jour-là, tout simplement, où on reste dans notre cour, s'il fait beau, hein, on relaxe. Oui. Puis, tu sais, aussi, il faut savoir, je pense qu'on le sait, mais en tout cas, on l'oublie très souvent, ça ne dure que quelques semaines à peine, la période de chaleur, de soleil, de possibilité de profiter de l'extérieur au Québec dans nos étés qui sont trop courts. Alors, d'aller jouer dehors, de profiter de la vitamine D, je veux dire, c'est essentiel. Mais ça, pour moi, c'est clair pour ma santé mentale en général, là. Oui, bien, on le sait déjà que la vitamine D, elle aide pour être en bonne santé tout court, mais aussi santé mentale. Mais juste la chaleur, les rayons du soleil, il me semble, moi, que c'est extrêmement énergisant. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui en profite aujourd'hui, malheureusement, avec les écrans, entre autres, qui est un autre sujet, mais on voit des jeunes où, justement, il fait beau, il fait chaud, puis ils sont quand même à l'intérieur, dans leur chambre, avec leurs écrans. Donc, oui, en profiter, parce qu'effectivement, ça ne dure pas longtemps. Là, on a une petite période qui fait beau, peut-être qu'on n'aura pas à manger après, on ne sait pas. Au Québec, on ne sait pas. Alors, sortez-là avec leur écran, mais dehors. Non, c'est pas vrai, mais... non, mais de manière plus... À la limite, oui. On prend de la vitamine D, au moins. Oui, c'est ça. Non, mais évidemment, je blague un peu, mais... Puis, ô combien c'est essentiel de continuer... parfois, durant la période estivale, de ne pas espacer pour les femmes aussi à l'écoute, puis les hommes aussi, bien sûr, mais parce qu'on parle davantage avec toi de manière hebdomadaire et mensuelle dans ta chronique de femmes, d'avoir recours aussi à nos services. Des fois, durant l'été, on dirait qu'on délaisse d'aller voir nos psychologues, nos professionnels de la santé, puis oui. C'est pas parce que c'est les vacances, c'est pas parce qu'il fait beau qu'il faut non plus, si on est dans une situation justement d'excès, on arrive au bord du précipice, on est fatigué, d'aller consulter nos professionnels comme toi aussi. Bien, souvent, les gens attendent avec impatience leurs vacances et en pensant que ça va tout régler. Puis là, ils reviennent au travail après 2-3 semaines, puis sont, comme on disait, des fois plus épuisés. Et c'est là qu'ils se retrouvent dans le fond. Là, ça va vraiment pas. Puis c'est là qu'ils vont appeler leur médecin dans un premier temps, peut-être être en arrêt de travail. Puis ensuite, là, essayer de commencer une psychothérapie avec un psychothérapeute psychologue, justement, parce qu'ils se rendent compte que 2-3 semaines, c'était pas suffisant. Bien, c'est ça. Puis je le rappelle parce que je sais que c'est un message qu'on mentionne assez régulièrement, mais s'il y a encore trop de cas qui est mentionné d'épuisement professionnel, puis ça a été des sujets aussi auxquels on a beaucoup partagé sous différentes facettes aux gens durant notre saison. Je te souhaite un bel été, ma chère Christine. Bon été à toi aussi. Merci, puis de bonnes vacances. Destination Europe, si je comprends bien. Pas pour cette année. Non, là, j'ai pris le tout inclus pour me reposer en Jamaïque. Ah, ben quand même, Jamaïque, c'est quand même pas pire, c'est quand même pas banal, sur le bord. Non, avec la mer et la belle plage de sable blanc, ça va être parfait. Je te souhaite un bel été, merci, puis au plaisir de partager à nouveau ensemble. Aussi.
Il a été tout d'abord connu comme comédien auprès du grand public. Sa voix se fait entendre sur le plan international en doublant des Tom Cruise, des Johnny Depp, des Matt Damon, même Krusty le clown. Et est-ce qu'il va nous en sortir un? Je ne sais pas. Gilbert Lachance, salut. Avec plaisir, et laquelle tu veux. Krusty, puis tu veux. Oui, bien salut, merci de me recevoir. Merci beaucoup. Je ne savais pas que tu es un pianiste moi non plus. de haut niveau. Ben merci. Oui, j'ai toujours joué. Depuis que je suis tout petit, je joue du piano. Puis à 17-18 ans, quand il a fallu choisir entre le conservatoire d'art dramatique ou de musique, j'ai choisi l'art dramatique. Mais c'était deux passions que j'avais, que j'ai continué à entretenir, mais une de façon plus publique. Et pourquoi lancer un album à ce moment-ci, ton album qui s'appelle d'ailleurs Cinéma intérieur? Oui. Pourquoi c'était ce moment-ci de ta carrière que tu devais le faire? Parce que tu aurais pu le faire il y a plusieurs années de ça. Là. Plusieurs raisons personnelles. J'ai eu une vie à mouvementée, j'ai eu beaucoup de contrats, puis tranquillement, on dirait que le doublage prend toujours une place importante pour moi, mais j'avais plus d'espace pour me consacrer à ça. Alors, j'ai décidé de me lancer avant qu'il soit trop tard, je veux dire. Puis aussi parce que les gens, depuis des années, me disent « Gilbert, fais quelque chose avec ça ». Alors là, j'ai décidé de me lancer. Oui. Et bon, ça vient, je comprenais, tu l'as dit en premier, c'est-à-dire un peu de tes cours, j'imagine ton initiation dès les premiers moments de ta vie à la musique, disons plus classique, communément. Mais tu es allé dans une forme, je trouve, de néo-classique. Ouais. Tu aurais pu bifurquer vers d'autres styles. Je sais que tu as suivi des cours auprès de Lorraine Desmarais, qui est une pianiste dans le style plus jazz. Donc, tu aurais pu y aller dans plusieurs directions, finalement. Alors, pourquoi y avoir choisi cette venue-là, cette route-là? Cette route-là, parce qu'elle m'est venue spontanément. Mais il y a quand même du jazz, il y a des assonances jazz dans certaines de mes pièces. Il y a un montuno. Montuno, c'est une pièce latine avec des accords jazz, des rythmes plus enlevés. D'autres plus planantes, mais chaque petite pièce est comme une petite histoire. Tu sais. Je pense que ce qui caractérise un peu ma musique dans le néoclassique, c'est que souvent les pièces néoclassiques, c'est des moods qui durent pendant 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Moi, c'est comme des petites histoires sans parole. Alors, on se promène dans une espèce de narration. Oui. Donc, d'où pourquoi justement cinéma intérieur? C'est pas lié nécessairement à ton rôle de comédien de formation? Oui, c'est lié. Un peu. C'est tout à fait lié mais c'est parce que aussi, moi, je réagis beaucoup à ce que les gens m'ont dit. Premièrement, ils m'ont dit, fais quelque chose avec ta musique, mais lance-la sur les plateformes que les gens puissent l'entendre, tu sais. Et puis là, j'ai eu envie de faire ça, j'ai envie de partager ça. Et j'ai eu envie aussi de rencontrer les gens. Cinéma intérieur, parce que premièrement, effectivement, je suis dans le monde du cinéma, je fais du doublage, Pirates des Caraïbes, Bourne Identity, Tom Cruise, Mission Impossible, tout ça, j'ai fait leur voix. Et ça s'est identifié à moi, le cinéma, mais bien que j'ai été discret, mais qu'on m'a beaucoup entendu. Et deuxièmement, parce que, comme je l'explique, mes pièces, tout le monde me dit, beaucoup me disent, c'est comme des mini-film. Oui. On voit des images. Quand j'écoutais ta musique, d'ailleurs, c'est la musique que tu écoutes les yeux fermés. Hein? Alors, tu fermes les yeux, puis là, tu te laisses emporter pour que qu'est-ce qui émerge de toi. Puis c'est un moment que je veux accorder aux gens. Je vais être la musique de leur trame sonore, de leur imaginaire, de leur propre vie, de leur propre intérieur à eux. C'est comme ça que je propose ma musique. Puis, je ne sais pas si c'est en lien avec ça. Depuis quelques années, on connaît l'effervescence de la musique qui est qualifiée. Puis là, je le mets encore en grande parenthèse, néoclassique, parce que ça peut être très, très large. C'est une poche. C'est ça, exact. C'est comme une étiquette pour accoler. Mais c'est très vaste quand même. Mais c'est pour cibler les gens qui sont à l'écoute actuellement, qui ont la curiosité de porter plus loin par la suite. Mais je me dis, est-ce que c'est parce que cet intérêt-là, qui est depuis peut-être un 5 à 6 ans, peut-être, est-ce que c'est lié à notre rythme infernal? Mais on a tous, on dirait, cette envie de s'arrêter. Puis cette musique-là nous permet de s'arrêter, de réfléchir, de faire une introspection aussi. Ah, totalement. Je trouve qu'on en a besoin de façon impérative. C'est un moment qu'on doit s'accorder dans notre vie. Puis moi, j'espère juste que, comme il n'y a pas de parole, moi, j'ai parlé aux gens toute ma vie. Hein. J'ai jasé, j'ai fait du doublage, j'ai fait toutes sortes de voix. J'ai fait Grou. J'ai fait le gars des bandes dessinées, j'en ai fait plein. Là, à un moment donné, j'avais envie de me taire pour que le monde puisse entendre ma musique. Alors, c'est ça. Donc, il n'y a pas de parole, mais je pense qu'il y a des belles mélodies auxquelles on peut se référer. C'est pas de la musique austère du tout. J'ai voulu que ça soit accessible, j'ai voulu que ça soit beau
et enveloppant. Ouais. C'était mon intention. J'espère que les gens vont les recevoir comme ça, mes pièces. En tout cas, il y avait beaucoup de gens qui aimaient ton lancement, Oui. qui aimaient ton produit, qui aimaient ton matériel. J'ai tellement eu de beaux commentaires. Linda Lemay était là, Christian-Marc Gendron était là, qui m'ont tous appuyé, qui m'ont tous encouragé. Louise Deschâtelet, je veux dire, j'ai été vraiment privilégié. Ouais, maman. Maman était là! Ben oui, Louise Deschâtelet. Maman grâce à qui j'ai pu apprendre le piano dès mon très jeune âge. Au début, c'est pas facile d'apprendre le piano. Non. Et de persévérer, à un moment donné, on comprend des choses. Ah oui, on devient plus libre dans notre art. Évidemment, la question aussi qui vient spontanément, c'est de dire, est-ce que tu comptes le montrer au public dans des salles de spectacle? Voilà. C'est le projet? Tout est là, la question cruciale. J'ai fait un spectacle, j'en ai quelques-uns qui s'en viennent, pas dans des grosses salles. Là, il fallait que je lance un album pour que les gens sachent que je joue de la musique, que j'en ai. Et là, j'attends des réponses des diffuseurs qui veulent bien m'inviter dans leur salle. Alors, j'ai rien à annoncer très concrètement pour l'instant, mais j'espère bien pouvoir à l'automne vous faire des annonces plus concrètes. Est-ce que, suggestion comme ça, puis c'est une question que je te demande comme ça spontanément, est-ce qu'on pourrait voir cinéma intérieur, voir des images à l'arrière de toi, puis simultanément, tu joues chaque morceau avec des images qui te représentent, toi, ou de films, ou de... tu sais, faire un lien qui pourrait construire ce spectacle-là, par exemple. Effectivement, mais dans mon spectacle, il y a déjà une mise en scène. Vous allez sur mon site gilbertlachance.com, vous allez pouvoir voir des images. Sauf que l'idée, c'est comme c'est les images des auditeurs, je les invite à fermer les yeux en écoutant les pièces. Puis pendant mon spectacle, j'ai des interventions entre les pièces où les gens rient beaucoup. C'est pas lourd, et j'interviens beaucoup là. Fait que je jase de toutes sortes d'affaires qui m'intéressent. L'origine des pièces beaucoup aussi. Passionnant de t'entendre. Est-ce qu'un jour, là, parce évidemment, on a encore quelques secondes, est-ce que s'il y avait un jour un autre retour de Chambre en Ville, un projet, est-ce qu'on pourrait t'y revoir? Parce que je sais que c'est une sempiternelle question, mais la série a tant marqué le Québec, là. Ben moi, je serais très heureux de ça. Ben oui, je serais partant. Et j'ai été tellement heureux au Bye Bye qu'il y a cette parodie-là parce que secrètement, je rêvais de faire de mon personnage un personnage comique, donc une espèce de sitcom. Si ça pouvait revenir avec un espèce de petit côté déjanté, ça serait vraiment le fun. Parce qu'on a vu la petite vie, à d'autres égards, un gars, une fille revenir. Appelez-moi. Ah, parfait. Je suis partant. On lance l'appel, on lance l'invitation au diffuseur, évidemment, qui était TVA à l'époque. C'est un grand plaisir, Gilbert Lachance. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Puis tout le succès. J'espère que les diffuseurs... intérieur. Alors, vous pouvez aussi le voir sur Bandcamp, le site bandcamp.com, qui est un site où plein de musiciens ont leurs œuvres, puis vous pouvez les acheter, ils sont à vous, et puis ça aide vraiment l'artiste. Bandcamp.com, Gilbert Lachance. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Dizaines de visites, des offres multiples. C'est pas juste avec les maisons, avec le marché immobilier qui actuellement est en ébullition à Laval. Non, ça existe aussi dans le domaine des condos. C'est très prisé actuellement sur le territoire lavallois, encore une fois. On en parle avec Sophia Iannantuono, qui est courtière immobilière. Salut Sophia. Allô Alex. Je me trompe pas, le marché des condos est tout aussi florissant. Là. Ça se maintient ces jours-ci là, en termes de vente et d'intérêt. Oui, absolument. Puis c'est pour ça que je tenais à en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va situer tout de suite les gens. On va parler de condos qui divisent et peut-être parce qu'il existe indivise. Explique-nous quelle est un peu la différence entre les deux. Bien, en réalité, les condos qui sont divises sont cadastrés individuellement. Donc, ils vont vraiment être un lot, une identité indépendant comparé à un indivise. Donc, un indivise, c'est vraiment, c'est souvent en plus petite mesure. Par contre, il y a des faits qui sont plus spéciaux, comme si on regarde à Montréal, le Westmount Square, c'est indivise. C'est vraiment une unité. Tandis que divise, c'est plus populaire, c'est la norme, puis c'est vraiment un cadastre qui vous appartient à vous. À certaines époques, on disait, bien sûr, que les condos étaient moins chers. Fait que pour un premier achat, souvent, un jeune professionnel pouvait se tourner vers un condo parce que c'était moins cher qu'une maison, par exemple, unifamiliale. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu encore le cas. Mais il y a quand même, quand tu fais le plus et le moins, j'imagine, pas tant d'avantages que ça dans un marché qui est explosif là, actuellement, sur peu importe condo et maison. Là. Exactement. C'est sûr qu'on a le luxe de dire qu'il y a un marché pour les deux. Donc, tu sais, si on cherche un petit condo, on va avoir des chances d'en trouver un. Mais qu'est-ce qui se passe présentement à Laval? Puis on le voit avec nos yeux. Il y a vraiment des beaux condos super luxueux qui vont quand même à un prix
qui est mesurable avec une maison. Donc, si on regarde sur le boulevard Saint-Elzéar, il y a des condos à 1,6 million. Puis, en même temps, si on regarde ailleurs, bien, il y en a des petits condos aussi disponibles. Aussi, et est-ce que la première question, quand on veut se porter acquéreur finalement d'un condo, est-ce que c'est de commencer par qui est notre voisin? Parce que c'est ça quand même, il faut l'anticiper, c'est que souvent c'est en copropriété, donc il y a un syndicat et nos voisins, il faut bien connaître nos voisins pour bien choisir aussi un peu avec qui on devra se partager les coûts ultimement. Exactement. Mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est de connaître le bilan de santé de l'immeuble. Donc, c'est pour ça, tantôt, avant l'émission, on a parlé brièvement d'un document qui est essentiel et qui s'appelle le DRCOP. C'est un formulaire recommandé par l'OACIQ qui est là pour protéger le public. Donc, l'intérêt, c'est de savoir la santé de l'immeuble en sachant son bilan financier. Est-ce qu'il y a un fonds de prévoyance? Est-ce qu'ils ont des sous si jamais il y a une urgence qui arrive? Qui va payer s'ils doivent refaire le toit? Puis, le toit de ces immeubles, on parle de des centaines de milliers de dollars. Qu'est-ce qui arrive si on décide de refaire toutes les rampes de tous les balcons, puis il y a 250 unités? Encore là, on connaît les coûts, c'est très dispendieux. Donc, la première recommandation, évidemment, c'est de demander au syndic de remplir la DRCOP. Donc, c'est la demande de renseignement de la copropriété. Puis j'imagine aussi, parce que c'est d'assurer une gestion courante, c'est des aspects administratifs parfois quand on a à avoir des condos, puis d'avoir un syndicat qui nous représente aussi, là. Oui, absolument. C'est très important de regarder les procès-verbaux parce que dans le procès-verbaux, on va voir si justement il y a une cotisation spéciale qui s'en vient. Peut-être que ça a déjà été voté, mais le garage va être refait l'année prochaine. Puis là, ils vont dire il y a comme des coûts 4 fois par année pour 2 ans. Exemple, peut-être un surplus, un montant X. Puis ça, on va le voir dans les procès-verbaux. Puis ensuite, il faut regarder absolument la déclaration de la copropriété. Parce que si vous êtes en amour avec votre berger allemand, puis là, vous venez à savoir que vous ne pouvez pas avoir des chiens dans cet immeuble-là, bien, c'est pas la bonne immeuble pour vous. C'est sûr. Et bon, je l'ai évoqué, mais moi, c'est parce que j'entends souvent des histoires d'horreur. Malheureusement, ça existe plus souvent qu'on pense. C'est lorsqu'on commence à jaser argent, c'est souvent là que, justement, ça peut se corser entre nos voisins ou certains membres du conseil d'administration, là. Oui, mais vous avez quand même votre voix. Ils font souvent faire une fois par année. S'il y a une cotisation, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est quand même voté. C'est pas juste le... C'est sûr que c'est démocratique, là. Exactement. Mais quand même, important de peut-être comprendre qui sont nos voisins. Oui. Et je le disais, je l'évoquais parce que souvent, c'est quand on entraîne plusieurs centaines de milliers de dollars, quand c'est la dépense, donc notre première dépense quand il est question d'un jeune professionnel, je pense que si on opte pour les condos pour avoir une espèce d'esprit tranquille, pour ne pas à peut-être s'occuper, comme quand c'est une maison, d'avoir à s'occuper de certaines tâches sur le terrain, par exemple, parce que souvent, on fait faire ça par des sous-traitants ou des compagnies qu'on engage, finalement. Exactement. Puis c'est la même chose de poser les bonnes questions, de s'informer, de ne pas être gêné. Quand ça vient à choisir un condo, il y a plein de choses à voir. Si vous êtes un jeune couple qui aime ça, manger avec des choses sur le barbecue, comme souvent l'été, mais il y a beaucoup de condos qui n'acceptent pas un barbecue sur votre balcon. Donc, ils vont peut-être avoir une place qui est pour tout le monde, mais des fois, c'est pas le fun de prendre un ascenseur avec son steak là, puis aller le cuire sur le rooftop ou en bas dans la place commune. Et c'est toujours une question aussi de la cour, la fameuse cour aussi. Hein? Oui. Qui peut, comment, quand l'utiliser quand on est plusieurs. Quand c'est 3 ou 4 propriétaires, c'est peut-être moins, mais quand on tombe à plusieurs unités, ça peut être aussi des choses à devoir vraiment s'informer, là. Exactement. Donc, si c'est un investissement, on parle de jeunes professionnels, mais même la personne qui prend sa retraite, il faut vraiment regarder les frais de condo. Donc, avec le budget, de vraiment évaluer parce que parfois, c'est quoi qui est inclus dans les frais de condo? Il y en a des condos que, le gaz, exemple, pour le foyer, c'est inclus. Il y en a pour qui le chauffage peut être inclus aussi, puis il y en a d'autres que non. Donc, c'est de regarder, même si on a une piscine à l'intérieur, bien, c'est sûr que les frais de condo vont être beaucoup plus élevés. Donc, il y a une façon de magasiner un condo, il y a une façon de s'informer, puis d'être vraiment en mode prévention. Est-ce qu'on est encore, quoique il y a quand même certaines villes qui commencent à régir dans ce domaine-là, mais on entend beaucoup parler de quelqu'un qui achète un condo et qui n'y habite pas,
et qui, par exemple, à des fins de vouloir le louer dans un contexte de Airbnb, veut rentabiliser son achat. Est-ce que de plus en plus, les syndicats, toi, de ta connaissance, se dotent de règlements pour anticiper et contrôler ce genre d'action-là? Absolument. Puis je dirais même que quand il y a des condos qui acceptent d'avoir des locations à court terme, c'est un bémol. C'est un bémol parce qu'on veut justement pas se retrouver avec des voisins qui sont changeants à chaque fin de semaine puis qui s'arrivent à faire des parties. Donc, Airbnb, style VRBO, quand on a de la location à court terme, les gens aiment moins ça. Donc, ça, c'est un point à regarder aussi. Est-ce que c'est accepté, oui ou non? Des fois, on peut avoir des snowbirds qui s'en vont en Floride, puis ils vont dire, ben pour un temps X, je vais louer mon condo. Je dirais que règlement municipal général, c'est location longue durée. Donc, c'est 12 mois et plus. Aussi quand même. Alors, on est de plus en plus conscient des débordements qu'il y a eu par le passé. Fait qu'on tente toujours de contrôler, d'enrayer ce fléau-là, j'ose dire, ou du moins ceux qui avaient ces intentions-là. C'est ça. Merci beaucoup, Sophia. Ça me fait plaisir. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Dans le deuxième tome de l'histoire, nous le dira, Laurent Turcot se penche sur les grands marqueurs de notre identité comme la conquête, le stade olympique, pour le pire et pour le meilleur, c'est comme vous voulez, le château Frontenac et même la banlieue. Donc, on parle quand même de notre Laval, qui fait partie de notre banlieue québécoise. Je suis très content d'accueillir l'auteur et l'historien Laurent Turcot qui est avec nous. Bonjour, Laurent. Allô, ça va bien? Merci, bien certainement. À qui est destiné votre livre? Est-ce que c'est les visiteurs qui viennent au Québec, les néo-québécois? Tous les gens qui se disent québécois. Mais c'est parti de l'idée très simple. C'est quand on va à l'étranger, par exemple, puis on nous demande « Hey, c'est quoi le Québec? » Puis là, on commence à dire « Ah, ben c'est le carnaval, le sirop d'érable, la ceinture fléchée, la chemise de bûcheron, le château Frontenac, tout ça. » Puis après ça, on nous dit « Ouais, mais ça vient d'où, ces éléments-là? » Puis là, on dit puis là, on ne le sait plus. Ouais. Donc, c'est pour répondre à ces questions-là. Si, par exemple, je te dis, ça vient d'où, la ceinture fléchée? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Et j'irais peut-être avec je sais pas, on dirait qu'on y allait avec les patriotes. Je sais pas, moi j'ai une image avec les patriotes. Ben oui, la fameuse peinture de Henri Julien, le vieux de 37, où est-ce qu'on voyait la ceinture fléchée. On peut penser aussi au carnaval, on peut penser aux Autochtones. Puis souvent, moi, je me disais, ça vient des Autochtones. Pas du tout. Ça vient en fait des Français qui ont tressé les premières ceintures fléchées au doigt. Ça vient de France, puis après ça, on a créé ce modèle-là. Les Autochtones s'en sont emparés, etc. Donc, c'est pour tous ceux qui veulent connaître leur histoire à eux. Je le présente un peu, si tu veux, comme des tapas. Tu sais, des petites bouchées que tu prends qui sont très nourrissantes puis très goûteuses. C'est comme ça que je voulais faire le livre. Peut-être pour initier ou intéresser les gens qui sont peut-être moins au début, peut-être curieux, mais finalement, on se laisse porter. Tu sais, je me disais que c'est accessible à tout le monde. Donc, peut-être ceux qui sont peut-être plus néophytes en termes d'histoire aussi au sens large. Puis, est-ce que ça me vient aussi à cette question? Est-ce que les Québécois le Québécois moyen, est-ce qu'on n'a pas des lacunes? On dirait qu'on connaît mal notre histoire, là. Bien, demande à un cuisinier si les gens cuisinent bien. Il va te dire non. Demande à un historien si les gens connaissent bien leur histoire. Qu'est-ce qu'il va te dire? Non. Non. Mais moi, je vais te dire, ils en connaissent quand même pas mal, plus qu'ils ne le pensent. Mais ils sont intéressés par ça. Ne serait-ce que quand tu te promènes dans le quotidien, tu te promènes dans la ville, puis tu dis d'où ça vient telle chose, d'où ça vient telle affaire. Déjà là, c'est le début de la curiosité. Puis cette espèce de curiosité enfantine, on dirait qu'on l'a perdu. Donc moi, ce que je veux, c'est dire aux gens, vous connaissez des affaires, mais je vais essayer de pousser un petit peu plus loin. Tu parlais du stade olympique en entrée. Est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire du stade? Est-ce qu'on sait combien ça a coûté? Est-ce qu'on le sait ce qui s'est passé après les Jeux olympiques? C'est ce que j'ai voulu voir ici. Puis détruire les mythes sur lesquels il y a eu de la corruption. Bon, il y en a eu de la corruption. Ça, là, rien de neuf de ce côté-là. Mais Taillibert, le maire Drapeau, après ça, le gouvernement du Québec, ça a été un fouillis pas possible. On pensait jusqu'à tout dernièrement que c'était le stade qui avait coûté le plus cher de tous les Jeux olympiques. Heureusement, sont arrivés les Russes avec Sochi qui nous ont dépassés en termes de dépassement de coûts et d'endettement. Donc, on peut dire merci à Vladimir Poutine pour ça. Oui, on peut dire merci pour une chose. Oui, c'est pas mal juste ça. C'est pas mal juste ça, exactement. Puis, je sais ton amour, toi qui es originaire de la grande région de Québec, je connais ton amour parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres entrevues. J'ai lu d'autres ouvrages, tes vidéos à succès aussi, ton balado, tout ça. Mais tu as une grande, passion pour le Québec, les plaines d'Abraham, les combats aussi. Et tu d'ailleurs en donnes un bon aperçu justement de cette histoire quand tu parlais d'histoire qu'on connaît moins. C'est plusieurs facteurs qui ont mené à la défaite des Français. Là. La bataille des plaines d'Abraham, c'est parti de l'idée qu'à un moment donné, ma fille est en train de se brosser les dents. Elle a 11 ans, elle venait d'avoir un cours d'histoire en univers social, puis elle me dit « Papa,
tu savais que les batailles des plaines Brahms, ça s'est passé en 8 minutes. Puis je lui ai dit, non, Charles, pas en 8 minutes. Donc là, j'ai commencé à lui raconter avec beaucoup trop de superlatifs. Puis après, il m'a dit, ouais, mais ils m'ont dit à l'école que c'était 8 minutes, donc c'était 8 minutes. Puis là, je me suis dit, OK, il faudrait peut-être commencer à retravailler ça. Donc j'ai voulu recréer la bataille des plaines d'Abraham. C'est un petit chapitre d'à peu près 20 pages où là, je l'ai conçu comme un film. D'un côté, Wolfe, de l'autre, Montcalm, les Autochtones, les Canadiens, tout le monde arrive, tout le monde fait des erreurs. Il y en a qui se couchent, l'autre qui se lève, qui tire pas au bon moment. C'est le caca complet. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ça? Québec va tomber entre les mains des Britanniques. Mais c'est pas la fin, parce que je continue après la bataille de Sainte-Foy qui a été une victoire. La France qui veut pas envoyer de navets. Je comprends pas encore pourquoi on n'a pas de film précisément là-dessus. Tous les personnages sont là. Il y a un magnifique documentaire qui a été fait de Jacques Godbout, Le sort de l'Amérique, qu'il faut voir absolument. Mais je voulais raconter ça parce que encore aujourd'hui, c'est l'élément clé du Québec. Tu sais, en France, c'est la Révolution française, on s'en sort pas. Au Québec, la bataille des plaines d'Abraham, c'est l'élément clé, mais on parle plus de l'effet que ça a eu que des événements comme tels. Donc moi, je voulais revenner au plancher des vaches, puis voir les mouvements de troupes, puis ce qui s'est passé, puis sincèrement, c'est le fun. Parce qu'on parle souvent justement de révolution tranquille, on parle de choses qui sont peut-être un petit peu plus contemporaines dans notre histoire, mais comme tu l'as si bien dit, ça a tellement eu un impact pour la suite des choses, sur notre identité québécoise aussi, puis sur cette fierté de vouloir se battre pour garder notre fait français aussi à certains égards, sans vouloir entrer non plus dans la joute politique, mais je vais quand même y aller un peu parce que je vais diverger un peu parce que récemment, il y a M. Legault qui a annoncé qu'il y avait un changement de cap. Donc, soit de passer de ces espaces bleus qu'on avait annoncés initialement, finalement, au Musée national de l'histoire du Québec. Comment on accueille ça chez un historien? Bien, c'est sûr que je ne peux pas être contre dans la mesure où on organise des musées. De là à dire que l'histoire du Québec commence avec les Français, c'est pas vrai. Ça commence avant ça. D'ailleurs, dans mon livre, je commence même avant les Autochtones, la formation du territoire, les premiers occupants qui arrivent ici. C'est une histoire qui est fondamentale, d'autant plus qu'elle structure le territoire, les rapports avec les Français. Mais je vais toujours être de ceux qui disent il faut plus de musées, plus d'argent, pas juste pour les musées, mais pour les dépôts d'archives qu'on oublie souvent. On pense que l'exposition, la vulgarisation, c'est crucial, ça l'est, mais il faut aussi avoir de la recherche fondamentale en arrière. Donc, j'ai envie de lui dire, c'est bien, mais c'est pas fini. Ben, c'est parce que moi, j'entendais M. Legault parler de Serge Bouchard. Là, pardon, pas de Serge Bouchard, du joueur de hockey. C'est ça, là, Serge Bouchard, c'est l'anthropologue. Oui, excusez-moi. L'ancien directeur général du Canadien. Oui, mais Serge Savard. Serge Savard, tout un lapsus, mes excuses. J'entendais parler de Serge Savard, de l'inclure. Et Serge Bouchard devrait aussi avoir un pan à lui, anthropologue, s'il en est un pertinent, de son apport à la culture québécoise. Mais évidemment, Serge Savard, donc, qu'il devrait faire partie, mais est-ce que c'est pas aussi enlever l'identité de ces Autochtones, de ces religieuses, par exemple, qui ont marqué le Québec? Donc, je me disais, c'est qu'est-ce qu'on devrait y retrouver dans ce musée-là? Parce que ça appartient aux historiens comme vous de décider. C'est pas aux historiens de décider, c'est pas vrai ça. Parce que les historiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur le passé, c'est une enquête qu'ils font sur le passé. Ça, c'est l'histoire. Là, on parle de mémoire, ce dont on veut se rappeler comme peuple. Et là, tout le monde a le droit de choisir. Ça appartient pas aux historiens. Si les gouvernements disent, ben nous, ce qu'on veut, c'est juste parler du fait français, ils ont le droit. Mais il y a des historiens qui vont dire, mais c'est pas juste ça l'histoire, c'est autre chose. Donc, c'est la différence entre l'histoire et la mémoire qui se combattent dans l'espace public. Reste que tant qu'il y a de l'histoire dans l'espace public, c'est une bonne chose. Oui, mais en même temps, on a vu récemment qu'on devrait avoir encore peut-être des enseignements de l'histoire. Je ne sais pas à qui on doit le reprocher, mais avec la controverse chez Desjardins, j'ai trouvé ça extrêmement, évidemment, malhabile, déplorable. Oui. Est-ce que c'est justement une lacune au niveau de nos institutions? Est-ce que c'est notre histoire? C'est rapidement fait parce qu'on ne sait pas qui a fait ça, dans quel contexte. C'est peut-être partie d'une équipe marketing qui n'a pas vérifié le contexte. Moi, sincèrement, ça ne m'intéresse pas de savoir qui a fait cette erreur-là, dans quel contexte, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Mais ça nous permet de parler des patriotes. Et c'est là que ça devient intéressant de rappeler cette histoire-là. Les moments d'erreur comme ça, ou de mauvaises interprétations, nous permettent de dire, OK, qu'est-ce qu'on connaît? Puis on fait toujours les bons en disant, ouais, moi, je connais l'histoire des patriotes. Ouais, mais la connais-tu vraiment? L'histoire des patriotes? Si je te parle de Wilfred Nelson, le connais-tu? À part Papineau, connais-tu d'autres gens? Robert Nelson, son frère. Robert Nelson, les fameuses batailles, la bataille de Saint-Eustache, la connaissez-vous? Qui sont les gens? De Lorigny, pas juste le film de Falardeau, qui est magnifique par ailleurs, mais ça permet de remettre sur le tapis ces événements qu'il faut connaître, qu'on le veuille ou non, puis qui sont des moments de structure, des emblèmes
carrément de l'histoire du Québec. Puis qu'il y a eu un soulèvement aussi du côté de l'Ontario, qu'on n'appelait pas l'Ontario à l'époque, mais avec William Mackenzie. Exactement. Alors, ça nous permet évidemment de tout remettre ça en perspective. Oui. Et ce livre-là, je peux vous le dire, cet été, durant vos vacances, sur la route, peu importe, vous devez avoir ce livre-là. Est-ce que j'ai eu l'air assez passionné? Oui. Très bon. De Rod Turcot, je suis un fan. Je vais le dire ouvertement, je vais finir sur ces mots. Je suis un fan. Merci beaucoup. Nouvelle saison, peut-être avez-vous envie de redécorer votre demeure, de changer, d'ajouter peut-être une touche aussi plus moderne. On va regarder de ça de plus près avec Catherine Rezara, qui est styliste en design. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. On va démystifier tout de suite parce que souvent on pense peut-être designer d'intérieur, styliste en design, c'est deux métiers différents. On va s'entendre là-dessus, là. Oui, c'est deux métiers qui sont complètement différents. La designer d'intérieur, elle, est en mesure, elle a fait beaucoup plus de formation, premièrement. Les années d'études sont beaucoup plus longues. Ils apprennent vraiment à faire des plans de maison pour des architectes et tout ça. Eux, ils sont en mesure aussi de planifier tout ce qui est plomberie, éclairage, électricité, tout ça dans leur plan. Nous, on ne fait pas ça. Nous, c'est vraiment la décoration, c'est tout ce qui est côté esthétique dans les pièces, dans les maisons là, que les gens veulent, la coloration des murs et tout ça. Et c'est quoi une bonne styliste d'intérieur? Qu'est-ce que ça prend? Est-ce que c'est d'être à l'écoute, par exemple, de ses clients, de respecter la directive aussi? C'est primordial d'écouter les clients. Les clients, ils sont tous différents un de l'autre. On a chacun individuellement nos styles, les choses qu'on aime, des couleurs qu'on aime, des couleurs qu'on n'aime pas, des choses qui nous tiennent à cœur. Des fois, dans notre maison, ça peut être un cadre qui est personnel, que quelqu'un t'a offert ou qui t'a fait, qui veulent conserver dans leur décor. Fait que pour nous, il faut vraiment écouter ce que le client veut, ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut garder dans son décor, puis l'accommoder pour qu'il soit vraiment là, satisfait du résultat final. C'est ça. Et évidemment, il y a toujours le style de vie des personnes, j'ai l'impression. Puis on a tous des fois, si on vit dans une maison, un condo, on n'a pas non plus le même espace aussi à devoir à faire la conception, là. Absolument, absolument. Parce que souvent, les gens, ils partent, on en voit beaucoup, hein? Maintenant, les gens qui vont partir à la retraite, ils ont les grosses maisons, ils s'en vont en condo, dans quelque chose de plus petit, plus compact. Puis souvent, ils veulent garder leurs meubles, mais leurs meubles ne sont pas faits pour être dans un condo, sont excessivement gros, puis tout ça. Fait que bien souvent, il faut qu'ils se rendent à l'évidence qu'ils doivent changer de mobilier. Il faut épurer, là. Épurer, puis souvent, c'est un sofa, au lieu d'avoir un sofa de 150 pouces de long, bien, ils vont réduire à 85, 89 pour que ça soit plus esthétique dans leur environnement. Oui, j'ai l'impression. Puis comment on peut, ou du moins, comment vous allez conceptualiser puis faire la planification? Je comprends avec le client, mais il y a quand même des éléments de base auxquels vous allez devoir aussi donner là, comme conseil à vos clients. Absolument. Pour faire un meilleur choix, là. Absolument. Quand on arrive chez le client puis qu'on fait notre première consultation, bien, on prend toujours les photos, premièrement, les mesures. Et puis, avec ça, on est capable de conseiller, de dire, bien, regarde, si tu vas magasiner un nouveau sofa ou que ce soit une chambre à coucher, peu importe, il ne faudrait pas qu'il excède telle grandeur. On leur donne des indices à savoir, est-ce qu'on va mettre des tables de chevet dans la chambre? Des tablettes ou... des tablettes? Est-ce que ça va être plus facile avec quelque chose de plus petit? Des fois, les petites tables vraiment compactes qui vont rentrer. Donc, vraiment les aider à faire les choix des matériaux qui vont être adéquats pour leur espace. Et c'est pas parce que c'est sur Pinterest que ça peut être beau chez nous. Non, absolument pas. Puis ça, on en voit vraiment beaucoup, beaucoup. Les gens me disent, bien, j'ai vu ça sur Pinterest, penses-tu que ça va être beau chez nous? Bien là, regarde Pinterest, là. Bien, cette pièce-là, elle est très, très grande.
Puis toi, ben c'est ça. Fait que si on met cet élément-là dans ta pièce, ben ça va être trop embourbé, puis ça sera pas... Ça sera pas la même chose. Ça sera pas la même chose. Ou des fois, il y a 2 fenêtres au lieu de une dans notre pièce. La luminosité n'est pas tout à fait la même, donc ça donne un tout autre look, ou du moins une perspective différente. Il y a des photos que tu nous as apportées. J'ai le goût qu'on démontre de manière encore plus ciblée, puis imagée ce que tu fais comme travail. Puis je pense que ça va bien aussi placer le sujet pour les gens qui nous regardent actuellement. Alors, je ne sais pas si on peut, Simon, à la réalisation, nous montrer des images. Fait qu'on verra l'avant-après. Ça, j'imagine que c'est l'avant. Ça, c'est le avant. Ouais, c'est ça. Une cuisine typique des années 80, hein, on peut La dire. mélamine? Mélamine, noir et blanc, avec le petit bout de comptoir qui ressort en guise de comptoir lunch qui se faisait dans ce temps-là. Alors donc, là, je ne sais pas si on peut montrer l'après. Oui. Ah, alors, on voit la différence. Là. Oui, absolument. Donc, on a à peu près tout changé. On a tout changé. Ça, c'est j'ai fait affaire avec une ébénisterie qui est pour les armoires de cuisine, mais c'est vraiment moi qui ai fait le croquis de comment je voulais la cuisine, tout ça. Puis ensuite, avec le cuisiniste, on a travaillé ensemble pour faire le choix là, des matériaux et tout ça là, avec le client pour tout changer. Donc, on a changé les planchers, on a tout changé. Parce que c'est ça, vous montrez le rendu 3D avant qu'on passe évidemment à l'étape suivante, c'est-à-dire la construction puis la réalisation du projet. Là. Donc, c'est ça. Bien, quand c'est une cuisine, le 3D est vraiment fait par l'ébéniste. Parce que l'ébéniste, il y a vraiment les logiciels pour faire vraiment là, les concepts de cuisine. Tandis que pour faire des concepts de chambre à coucher, par exemple, bien là, je peux prendre un 3D que moi, je travaille avec, qui est plus simple, parce que ça, c'est des logiciels qui sont assez complexes. C'est ça. Puis en même temps, on se comprend qu'une cuisine, c'est pas non plus la même réalité. On doit mettre les électroménagers, tu sais, frigidaire, la cuisinière. Donc, il y a une disposition qui est peut-être plus précise à avoir aussi selon les cas. Puis il y a des normes à respecter aussi là, dans une cuisine. Là. Aussi, pour la sécurité aussi de notre maison, finalement, son cuisine. Bon, là, on voit aussi un autre cas. Explique-nous un petit peu l'avant, l'après. Là, on n'a pas l'après. Ah, on n'a pas l'après. Oui, c'est vrai, j'avoue que la situation nous permet maintenant de le faire. Donc, ce que je voulais démontrer là, c'est que souvent, les cages d'escalier, c'est des endroits qui sont oubliés. On ne sait pas trop quoi faire avec. C'est vrai. Puis souvent, c'est le centre de la maison. Comme dans cette maison-là, c'était vraiment dans le milieu de la maison. Donc, de faire quelque chose avec ça, ça a changé complètement le look de la maison au complet. Fait que c'est juste pour dire, vos escaliers, oubliez-les pas, faites quelque chose d'intéressant avec parce que ça vaut vraiment la peine, ça donne un beau coup d'œil. Souvent, c'est une des premières choses que les gens qui entrent dans ta maison, un visiteur va voir, l'escalier pour monter au second étage, c'est souvent ce qu'on voit, ou sous-sol aussi. Là. Oui, absolument. Donc, ça peut paraître vide. Que ce soit de monter ou la descente d'escalier, mais oui. Et ici, je vois qu'il y a eu quand même, on a enlevé notamment au fond une sorte de divan ou de siège, en tout cas. Oui, bien, il y avait un petit banc, là, un petit banc de cater, là, si on veut, là, que j'ai fait retirer, mais elle trouvait son passage long, plate, tout ça. Puis j'y ai fait rajouter, dans le fond, du lambris avec une cimaise. On a repeinturé, on a rajouté un petit peu de décor. Puis ça aussi, c'est des choses que des fois, on oublie. Les fameux corridors, que des fois, ils ont l'air à pu finir, puis c'est tout le temps la même chose. Mais des fois, c'est que quelques décorations aussi, ou bien on bouge des décorations d'un mur à l'autre et ça peut faire une différence. Juste se déplacer. Souvent, je peux arriver chez les gens, puis j'aime beaucoup à ce qu'ils conservent aussi des éléments qui ont existants. Donc, je peux m'en servir, peut-être pas pour cette pièce-là, mais peut-être ailleurs, puis amener du nouveau. Donc, c'est de valoriser autrement ce qu'on a déjà. Et ce n'est pas nécessairement beaucoup de dollars. Je pense que des fois, ce n'est que quelques dollars qu'on peut investir qui peut faire toute une différence. Bien, juste la peinture. Oui. La peinture, c'est qu'est-ce qu'il y a de moins cher, puis c'est qu'est-ce qui fait le plus gros impact quand on change de décor. Mais c'est de faire le bon choix de couleur. Souvent, les gens, ils
ils arrivent au magasin de peinture, puis ils choisissent leur couleur, font brasser ça, ils mettent ça sur leur mur, bien, ça donne pas exactement le résultat escompté. Il est un petit peu trop tard, un coup que c'est sur le, sur le mur. C'est de se questionner bien avant. Exactement. Et d'avoir recours à des gens comme toi qui ont de l'expérience en tant que styliste donc d'intérieur, finalement, styliste de designer. Alors, merci beaucoup, Catherine, d'être passée. Ça m'a fait plaisir. Je pense que ça donne des idées. On est dans les rénaux ce printemps. On est cet été aussi peut-être dans cette envie de déménager ou de changer un peu notre maison, l'intérieur. Alors, merci beaucoup de nous avoir donné quelques belles suggestions. Ça m'a fait plaisir. Merci. C'est un sport qui est en effervescence depuis une bonne quinzaine d'années chez nous au Québec, le cheerleading. Vous en entendez parler par vos jeunes filles, puis de plus en plus, évidemment, aussi de jeunes hommes qui s'y démarquent. On va parler avec Janie Lapierre, qui est entraîneur en cheerleading, mais aussi qui est fondatrice du balado, le Kicks Cheer Podcast. Janie, salut! Salut! Merci d'être là. Toi qui es entraîneur, qui a vu le sport évoluer depuis au moins une bonne décennie minimum, est-ce que je me trompe, mais c'est un sport qui, depuis un 10-15 ans, dans cette fenêtre de temps-là, a explosé en termes de popularité? Oui, bien moi, ça fait 23 ans que je suis dans le cheerleading, donc depuis les années 2000, depuis le début des années 2000. Puis on a vu vraiment deux grandes vagues en cheerleading, fait que vers les années 2006, 2007, 2008. Puis après ça, ça a continué à être en croissance. C'est sûr que, bon, on peut pas passer à côté, là, on a eu une pandémie. Puis le cheerleading, ben c'est quand même un sport de proximité. Oui, quand même. C'est pas le sport de prédilection pendant ce temps-là, mais en fait, cette année, ça a été la plus grande année au niveau de l'inscription des athlètes en cheerleading. On est plus de 12 000 athlètes fédérés cette année. Puis, c'est vraiment un sport là, qui est de plus en plus connu aussi. Les mauvaises conceptions du sport se défont tranquillement. Qu'est-ce qu'il y avait comme mauvaise conception? Bien, habituellement, quand tu dis cheerleading, la première chose que tu relis, ou en tout cas que les gens relient, c'est vraiment les pompons sur le sideline du football. Fait qu'habituellement, souvent, tu vas dire « Ah, je fais du cheerleading », puis ils vont dire « Pour quel sport? » Puis je dis « Non, on est un sport à part entière. On est notre propre sport. On a nos propres compétitions. » Il y a des championnats mondiaux. Oui, absolument. Fait que c'est ça. Mais de plus en plus, justement, avec les championnats du monde, avec le fait aussi qu'on est vraiment très bon au Québec, puis qu'on a beaucoup d'exposure, ben là, ça fait que notre sport est plus connu. Puis maintenant, quand tu dis « Ah, je fais du cheerleading », là, les gens commencent à dire « Ah oui, tu lances des personnes dans les airs. » Oui, c'est ça que je fais. Ben justement, là, expliquons ce que c'est. Je pense que tout le monde a une bonne idée, peut-être, là, mais concrètement, qu'est-ce que c'est le cheerleading? Ben c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un sport, mais qui regroupe beaucoup d'éléments. Donc, la partie la plus importante, c'est les portées. Donc, on lance des personnes dans les airs, on va faire des stunts et des pyramides. Donc, des stunts, c'est une personne dans les airs, des pyramides, c'est plusieurs personnes dans les airs là, qui vont être connectées. Comme un château de cartes, là, si on fait l'image. Il y a aussi un grand aspect de gymnastique. Donc, on fait les mêmes éléments là, que vous allez voir en gymnastique, mais au sol. Fait que nous, on se concentre qu'au sol. Et ensuite, on a aussi une partie de danse. Fait que c'est vraiment plein de sports que tu mets ensemble qui font notre grand sport qui est le cheerleading. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui, en très bas âge, a fait de la gymnastique, se retrouve un petit peu plus âgé, veut essayer le sport, le cheerleading, rapidement, il peut devenir assez bon. Oui, la gym, le patinage artistique, le plongeon, le karaté, il y a vraiment beaucoup de sports que les gens vont faire, plutôt même des fois le soccer, parce que c'est des gens qui vont avoir beaucoup d'explosivité dans leurs jambes. Fait que beaucoup de sports, quand tu arrives en cheerleading, tu te rends compte que ça va être utile dans le sport du cheer parce que ce qui est bien du cheer, c'est que c'est pour tout le monde et tous les gabarits. C'est sûr que c'est vrai que les plus petites, on les lance dans les airs. C'est pas juste ça le critère, là. Puis c'est pas vrai que tu as besoin d'être super flexible pour être un bon ou une bonne cheerleader. Mais en même temps, ça prend des personnes plus fortes physiquement, plus grandes. Les grandes personnes, c'est des personnes qui tiennent en arrière. Ça donne plein de stabilité. Les garçons, ça nous donne plein d'auteur. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Puis je pense que c'est ça qui fait que notre sport
et rassembleur, parce que c'est pas un type de personne, c'est pour tout le monde. C'est un sport complet quand même, là. Tu l'as évoqué, les aptitudes que ça prend quand même qui sont très vastes, puis de plus en plus, on le disait avant de porter évidemment plus loin la conversation puis être devant les caméras, mais il y a de plus en plus de jeunes hommes qui s'inscrivent aussi. Oui, mais justement parce que c'est de plus en plus connu comme pas étant du sideline, de pompon, mais vraiment un sport physique qui demande beaucoup. Puis on a aussi une partie de notre sport qui est vraiment, qui s'appelle le co-ed, donc qui est des portées juste goffées. Et ça, c'est des bons challenges là, pour les gars qui veulent faire du cheerleading. C'est qu'au lieu de monter une barre, là, mais c'est que tu lances une fille puis tu la rattrapes toi-même. Là. C'est un bon défi. C'est le fun d'être avec les gens. C'est physique, mais c'est mental aussi un peu quand même, le cheerleading. J'imagine, il faut que tu aies une bonne force mentale. Oui, c'est sûr que c'est comme n'importe quoi. On a des compétitions, donc puis les entraîneurs, puis les clubs qui ont du cheerleading ou les écoles qui ont du cheerleading, de plus en plus aussi dans nos formations de coach, on apprend à bien préparer mentalement nos athlètes. Comme dans tout le sport, je pense que la préparation mentale maintenant, c'est rendu très important. Fait que c'est sûr que si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas confiance en tes bases, ben c'est sûr que ça devient un peu plus difficile, mais tout ça, ça se travaille. La confiance en toi, la confiance en équipe, tout ça, ça se travaille. Puis ben, ça part des entraînements, ça part des entraîneurs. Fait que oui, c'est au premier plan maintenant. Je t'écoute depuis tantôt, puis je pense que je sais pourquoi te porter plus loin avec un balado. Tu es une véritable passionnée de cheerleading, mais quand même, pourquoi c'est important pour toi? Parce que je pense que c'est un des rares balados qui est ancré sur le cheerleading, au moins au Canada. Ben, c'est le premier balado francophone de cheerleading au monde. OK. En fait, puis je crois qu'on est encore le seul. Et des balados du style que nous, on fait, je pense qu'on est 2, il y en a un autre américain, puis on n'est pas dans le même style de balado. Nous, dans le fond, on est 3. Moi, je suis collaboratrice. On a 2 animateurs, puis on reçoit une personne à toutes les 2 semaines. Sinon, l'autre sujet, c'est le sujet à Janie. Fait que je fais un sujet pour moi et un sujet avec un invité. Puis ça, c'est pas le style. Fait qu'on a vraiment un style unique, je pense, dans notre type de balado. Puis, ouais, c'est ça. Puis, on est bien content de ça. Et pourquoi c'était important pour vous autres de lancer ce balado-là, de le porter aussi sur les plateformes? Bien, je trouvais que depuis quelques années, il y avait beaucoup de désinformation, de mauvaises informations qui circulaient sur notre sport. Puis, j'avais beau répondre, bon, tu sais, des fois, c'était sur les médias sociaux. Puis, j'avais beau répondre à un commentaire, mais ça fait, tu sais, ça dure 3-4 jours, puis après ça, ben, tu sais, ça se perd. J'aimerais ça expliquer le sport, j'aimerais ça démystifier des sujets, tu sais, juste... Comme lesquels, par exemple? Ouais. Les qualifications du monde, comment ça fonctionne, tu sais, le type d'entraînement, pourquoi c'est important d'être présent aux pratiques, après ça, comment ça fonctionne être un juge... on est rendu à 20 épisodes, là, fait que j'ai quand même... tu sais, est-ce qu'on va avoir le cheer aux Olympiques? Si oui, ou sinon, pourquoi? Parce que c'est encore présentement, c'est pas encore homologué, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de présence aux Jeux olympiques? Non, on n'a pas de présence officielle. On pensait bien que Los Angeles aurait été notre tremplin. Finalement, on n'a pas été accepté. Ça a été un gros coup pour nous. Puis là, c'est sûr que l'Australie 2032, on espère être dans les sports invités. On est reconnu. On a toutes les reconnaissances nécessaires là, au niveau canadien, international. Maintenant, il va s'agir d'une entité de dire, OK, on rentre le cheerleading. Puis après ça, ben là, de sport invité, de devenir un sport régulier. Ouais. Ça va prendre vraiment quelques années encore, mais on l'espère tout le temps. Si on voit les inscriptions qui sont toujours aussi importantes, l'engouement qui est là, les diffuseurs qui sont là pour diffuser les différentes compétitions, l'intérêt des gens sur les réseaux sociaux, j'imagine que ça, c'est déjà des incitatifs qui sont là pour démontrer l'intérêt de l'avoir au JO, là, finalement. Oui, puis on est quand même un sport spectacle. Oui. On a... Quand on regarde le cheer, on regarde un show, on attire beaucoup de viewership, là, je sais pas c'est quoi. De visionnement, par exemple. C'est ça, oui, exactement. C'est d'intérêt des gens là, que t'aimes le cheer, que tu sois un passionné de cheer ou pas. Quand tu regardes le cheer, une routine de cheer, c'est 2 minutes 30. Fait que ça va vite, mais par le temps que tu as vu 2 minutes 30, tu fais comme « wow, qu'est-ce qui vient de se passer? » Fait que c'est l'intérêt des gens qui aiment le cheer ou pas, habituellement, on est capable d'aller le chercher. Ouais, mais tu sais, je ne vais pas non plus viser ceux qui sont des cavaliers, mais il y a de l'équitation, il y a des cavaliers sur un cheval et c'est pas mal le cheval qui fait la plus grosse job aux Jeux olympiques. Fait que je me dis,
Cheerleading, hein? Ben, moi, j'y crois, là, puis je pense qu'on serait un vraiment bon sport pour les Olympiques, là. Ça va arriver un jour. En plus, puis tu l'as dit, c'est explosif, c'est spectaculaire. Alors, c'est le genre de sport qu'on aimerait voir au JO, j'en suis persuadée. Puis le Canada, je pense qu'on devient de plus en plus une puissance mondiale aussi. On est excellent au Canada. Dans le fond, États-Unis, Canada, là, on est vraiment dans les tops. Quelques pays d'Europe aussi, là, mais... juste même, on est bon au Québec. Là. Au dernier championnat du monde qui était en avril, on a eu 10 podiums sur 93. Wow. Donc, c'est presque 10 des podiums qui étaient québécois. Et là, je n'ai pas les stats pour Canadiens, mais il y avait beaucoup d'autres podiums canadiens. D'autres délégations canadiennes, c'est ça, d'autres provinces. On est très, très bon. Là. La qualité des entraîneurs, la qualité des infrastructures qu'on a ici, on est chanceux. Là. Alors, on va écouter ce balado, d'ailleurs, qui est très dynamique, comme tu l'as été avec nous, soit le Kicks Cheer Podcast. Merci beaucoup, Janine Lapierre. Merci. Auriez-vous envie de fredonner une chanson? Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, aux Champs-Élysées, par exemple, si c'est un rêve un jour, du côté de Paris ou du côté des vieux pays de l'Europe. Conseiller voyage, ici, évidemment, toujours Martin Labrec qui est la référence chez nous. Bonjour, salut, Alex. Martin. Bonjour, ça va? Bien, certainement. L'Europe, c'est vaste, c'est beau, c'est magnifique. Il y a plein de pays, plein de cultures qui sont réunies. Ça peut coûter cher. Il peut y avoir aussi plusieurs astuces pour nous aider à économiser. Tu es là pour nous donner des trucs. Explique-nous tout d'abord quelles sont peut-être les façons les plus fabuleuses pour découvrir l'Europe. Il y a 3 façons de le faire. C'est sûr que la façon idéale que les gens voient, c'est en liberté, c'est-à-dire qu'on se fait un itinéraire nous-mêmes. On débarque, exemple, à Rome, on monte dans le nord d'Italie, en Toscane, on va à la Tour de Pise, puis on redescend après ça jusqu'en Sicile. Ça peut être le fun aussi, mais c'est toujours ces voyages qui, malheureusement, sont les plus chers si on ne réserve pas longtemps d'avance, mais on est libre comme l'air. Le problème, c'est qu'on perd beaucoup de temps de déplacement et à chercher des endroits. Pour dormir, par exemple, se loger ou... trouver le stationnement pour aller prendre le train, pour aller, exemple, à Florence. Il y a beaucoup de pertes de temps. L'autre façon qu'on va économiser des sous et surtout du temps, c'est ce qu'on appelle un voyage semi-accompagné, c'est-à-dire qu'on a dans un forfait, on a le billet d'avion aller-retour avec l'Europe, on a les hôtels, on a les moyens de transport entre les destinations, mais une fois rendu, exemple, à Florence, vous débarquez de la gare, vous allez à l'hôtel, mais vous avez 2 journées, vous êtes complètement libre, vous n'êtes pas encadré avec un groupe. Et la façon qui est sans doute l'ultime pour en voir le plus, c'est avec un groupe. C'est sûr que ça fait drôle de toujours suivre, on dit, le troupeau, mais c'est la tranquillité d'esprit. Le chauffeur vous débarque à la porte du musée, vous avez des guides locaux qui vous attendent, vous voyez de tout et c'est là qu'on en voit le plus et c'est malheureusement, il faut l'admettre, c'est sans doute le forfait le moins cher. OK. Est-ce que dans tous les cas, c'est bon, quand on parle de l'Europe, de booker, de toujours réserver, de prévoir à l'avance 1 an d'avance pour les temps de départ et autres? Pour En Liberté, c'est sûr que c'est le billet d'avion, c'est là que ça fait mal. Cette année, je l'ai fait encore pour des couples. On parle facilement de 15 % plus cher pour le même hôtel, le même forfait, si on compare des pommes avec des pommes, quand on le fait par soi-même. Mais est-ce que c'est quand c'est vraiment de longue date, là, de longue distance là, en termes de départ? Là, c'est ça? Si vous êtes 1 an d'avance, 11 mois d'avance, c'est le temps qu'on peut avoir des billets d'avion partout dans le monde. C'est disponible 11 mois d'avance. Avec la date de retour, c'est sûr que là, on peut économiser. Mais là, dès qu'on dépasse 6 mois, 5 mois, c'est sûr que les forfaits En Liberté, c'est toujours ceux qui coûtent les plus onéreux, mais la saveur du voyage n'est pas la même. Si on veut s'enfarger devant un musée ou une cathédrale, prendre un verre, on est libre comme l'air. Est-ce qu'il y a encore, disons, tout dépendant, tantôt j'évoquais une chanson connue, évidemment, du répertoire français, de Jodassin notamment, mais on va aller à Paris. Est-ce que c'est plus cher que d'aller au Portugal? Moi, on me disait récemment que le Portugal, c'était peut-être moins cher. Est-ce que c'est encore vrai, ça? Oui, c'est encore. Il y a des destinations qui sont beaucoup moins chères. C'est sûr que, quand on prend, exemple, l'ancienne Yougoslavie, tout ce qui est dans les Balkans, c'est sûr que l'hébergement est beaucoup moins cher. Par contre, le transport, c'est très, très laborieux, mais les hôtels, les stations balnéaires comme Split, c'est beaucoup meilleur marché. Mais l'Italie aussi, c'est le rêve, la plus belle destination que je trouve d'Europe après la France, mais là aussi, c'est sûr que c'est un peu plus cher. Il faut budgéter. Et ce que je dis aux gens souvent, c'est de le faire en train et de prendre des stations de train qui ne sont pas dans les grands centres. Exemple, vous êtes à côté de Florence ou vraiment en périphérie. Vous sauvez une couple de centaines de dollars la nuit, vous avez le train qui vous amène là-bas en 10-15 minutes. C'est très rapide. Et ça, c'est une autre façon de sauver de l'argent. Tout est dans la stratégie d'achat, comment on planifie. Mais quand on reste dans les centres urbains comme à Barcelone, pas loin de la Rambla, bien, c'est sûr qu'on paye
100, 200 $ de plus la nuitée. Est-ce que tu suggères, quand tu parlais de train, d'y aller en TGV, par exemple, en train grande vitesse, parce qu'on peut rapidement se diriger d'un pays, même des fois d'une ville à l'autre, assez rapidement, ou c'est encore onéreux? C'est onéreux? C'est juste de voir la stratégie dans l'itinéraire. Vous avez des fois les TGV qui vont être offerts sur certains tronçons et d'autres pas. Et c'est de voir également où est-ce que la gare vous amène, à savoir ce que j'ai les hôtels à proximité. On s'entend, les TGV vont dans les centres-villes, alors que les trains à moyenne vitesse peuvent arrêter en périphérie. Toute une question de temps aussi. Ouais. Puis lorsqu'on se déplace, il y a aussi, à part le train, on peut prendre sa propre voiture, mais là, ça peut devenir très onéreux parce qu'en Europe, ils sont très à cheval ces principes. Beaucoup de photoradars pour les vitesses, beaucoup de photoradars parce que vous dépassez la ligne. Puis là, c'est marqué en italien, on ne sait pas lire, on tourne à gauche, on tourne dans une zone résident seulement. On reçoit l'étiquette en venant au Canada. Ça, je vous le dis, les gens pensent de conduire par eux-mêmes, il faut être très prudent et c'est un stress de plus et c'est beaucoup de perte de temps, mais le plaisir de conduire, dans exemple, les Alpes ou en action d'Aoste, entre le Mont-Blanc et l'Italie, vous avez des montagnes d'1 kilomètre de haut, vous vous promenez de façon sinueuse là-dedans, c'est magnifique. Vous ne pouvez pas le faire en train, malheureusement. Mais et le taux de change, hein, ça c'est aussi important de bien comprendre. L'euro, c'est une autre paire de manches concernant quand on fait la transposition du dollar canadien en euros. C'est sûr que les bureaux de change vont aider, contrairement aux banques normales, mais c'est quand vous faites 11 mois d'avance, vous pouvez budgéter, vous pouvez regarder le cours de l'euro et vous savez, lorsqu'il descend à 1,40, 1,42, vous êtes probablement au moins cher de l'année, peut-être trancher 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros à ce moment-là. Présentement, il est à 1,52, 1,54. Ça fait quand même une bonne différence sur 4 000 euros, 3 000 euros, là. C'est sûr. Puis est-ce qu'on doit se doter, toi, qui est un grand voyageur quand même, qui a fait beaucoup de destinations. On entend souvent parler des pickpockets, des vols, des situations malencontreuses qui arrivent, puis des fois encore des gens, on entend parler, n'ont pas d'assurance, n'ont pas de, peut-être, en amont, conscience de vraiment se prémunir contre ce genre de choses qui peut arriver malheureusement. Est-ce que c'est ce que tu suggères carrément d'avoir une protection, là? Bien, je dis que la protection idéale, c'est de laisser ses effets personnels à l'hôtel dans un coffre. C'est la primordiale. Malheureusement, lorsque vous louez des choses comme des Airbnb ou des villas, vous n'avez pas de coffre-fort, fait que vous traînez votre passeport avec vous. On dit de doubler de vigilance. La fameuse poche qui rentre dans le pantalon, c'est pas un mythe, c'est une nécessité lorsqu'on va dans les centres où il y a beaucoup de monde. On se fait souvent bousculer, ils sont très professionnels, ils sont très vite, puis ça vient de gâcher un voyage parce que pour récupérer son passeport, c'est 1 ou 2 journées de perdu. Alors, on vient de perdre 1 ou 2 journées où on aurait pu découvrir, visiter et tout ça. Puis, il nous reste peu de temps, mais toi, ta destination en Europe que tu peut-être invites les gens à découvrir, qui est peut-être insoupçonnée, mais qui est une merveille que tu as visitée, que tu pourrais suggérer aux gens? Moi, c'est toujours l'Italie. L'Italie? C'est toujours l'Italie parce que l'Italie, vous êtes aux portes de la France, vous êtes à côté de Monaco, vous êtes à côté de Nice, vous êtes à côté de l'Alsace, vous tournez, vous avez le nord, Turin, vous allez de l'autre côté dans le nord, vous avez l'ancien Balkan, vous pouvez descendre par là et vous pouvez descendre jusqu'en Sicile. Et le nord et le sud de l'Italie, c'est 2 contrastes. Alors, on se tanne jamais, c'est 4000 ans d'histoire très bien préservée, c'est un voyage dans le temps. Puis il fait chaud quand même, on va se le dire, c'est un climat qui est assez intéressant pour voyager. Puis le vino est bon? Il est pas pire. Il est pas pire. C'est surtout le prix, c'est ça qui est fait. Ouais. C'est un peu comme on va en Californie, c'est la même chose, on rencontre des petits producteurs. Donc, la nourriture, le vin, c'est très abordable. On parle de 5 € pour une excellente bouteille de vin. Le verre d'eau coûte 3 €, fait qu'on ne se pose pas la question qu'est-ce qu'on prend en ce moment-là, on y va pour le vin. Ouais. Surtout quand on ne conduit pas, raison de plus. Et quand on est nouvellement marié, hein? C'est romantique, l'Italie? Pas mal. Pas mal, hein? Assez que c'est là où on va faire mon voyage de noces. Ah, bon, mais c'est d'ailleurs, bon voyage de noces, mon cher. Merci. Merci beaucoup, Martin, d'être passé à cette émission encore une fois. Bonjour et à la prochaine. Et bonnes vacances, bonne destination, bon voyage à tous ceux qui nous écoutent. Merci. En moins de 3 ans, mon invité, Jean-Louis Blanchard, s'est imposé comme un auteur incontournable sur la scène du polar québécois. On nous invite dans une 4e enquête de vos inspecteurs Bonneau et Lamouche préférés, soit dans La Femme Papillon. Mais là, on se dirige en France et on va en parler avec l'auteur, justement. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Content de vous accueillir à nouveau. Bien, je suis content de me retrouver ici avec toi. C'est toujours une dynamique qui fonctionne, encore une fois, avec Bonneau et Lamouche, évidemment, qui sont complètement opposés en termes de façon d'aborder leur travail, de caractère, de lacunes et de qualité aussi, je vais le mettre comme ça. On a comme voulu un peu les
séparés dans cette nouvelle intrigue-là, dès Exact. le départ. Ouais. Quand même, quand d'habitude, c'est la force d'un polar d'avoir l'inspecteur ou nos personnages centraux qui sont des alliés, finalement, mais Oui. de façon centrale. Tu as raison, d'autant plus que ce que les gens aiment beaucoup de la série depuis le début, c'est justement la dynamique relationnelle entre les deux personnages. Alors, le fait de les isoler ou de les séparer, là, il y a des gens qui se posaient des questions, mais finalement, ça fonctionne très bien parce que ça permet de mieux comprendre et, je dirais, de maximiser le rôle de chacun ou la personnalité de chacun. Alors, parce qu'on a des grands moments tout seul avec Bono, on peut rentrer dans le personnage. Ensuite, on a des grands moments tout seul avec la mouche, qui, lui, est un fin limier. Puis, bon, c'est une espèce de Sherlock Holmes à sa manière. Oui. Alors, là, on découvre ces deux personnalités-là séparément. Ouais. Est-ce que aussi c'était au la quatrième enquête, le quatrième livre, une volonté peut-être de donner, j'ose dire un second souffle, mais d'amener les personnages pour les montrer d'une manière différente, pour maintenir un rythme aussi pour le lecteur? Oui, je voulais sortir des sentiers battus, c'est un fait, mais il y avait aussi que j'avais une promesse. À la fin du deuxième, il y avait, qui était Les eaux de la Méduse, Ouais. Le président français invitait Bono, parce qu'il avait résolu une histoire de trésor, qui est le trésor des Chouans, qui est un mystère en France depuis 200 ans. Alors, il l'invitait. Et puis là, on est arrivé avec le troisième, et il y a des gens qui me disaient « Ah, mais il n'est pas allé en France. Comment ça se fait? Il n'a pas été... » Puis j'avais retardé, donc, cette invitation-là. Alors là, j'ai tenu promesse. Alors, ça commence quand, effectivement, Bono débarque à Paris parce qu'il est invité par le président de la République. Il doit manger avec lui en tête-à-tête, mais ça ne se passera pas tout à fait comme ça. Oui, exactement. Puis, évidemment, on peut penser un peu, on peut se permettre de le dire, à Macron. Est-ce que je me trompe? Il y a des petites, sans porter le nom de Macron, le président, on dirait qu'il y a des petites familiarités. Il y a des ressemblances, mettons. Oui, on peut dire qu'il y a des ressemblances. Je n'ai pas voulu nommer personne par délicatesse, mais il y a des gens qui vont reconnaître des traits de caractère non seulement du président de la République, mais de d'autres personnages, de d'autres politiciens. Oui. Et d'ailleurs, déjà, on peut dire aussi que dans cette quatrième enquête, donc la femme papillon, on va inviter les lecteurs au sein d'une secte et donc de devoir entrer de façon plus concrète à l'intérieur de l'intrigue, puis de savoir qui est cette tête dirigeante, celle que l'on surnomme la femme papillon. Et justement, on va voir au fur et à mesure si on va être en mesure de déjouer et d'être en mesure de peut-être retrouver, quand on pense évidemment aux personnages centraux, de se retrouver ensemble. Mais est-ce que pour vous de trouver, parce que là, il y a un succès qui est là, il y a une attente de la part des lecteurs, lectrices, est-ce qu'on y songe quand on est rendu un quatrième volet? Oui, mais on essaie de ne pas trop y penser parce que sinon, ça pourrait nous paralyser, ça pourrait nous limiter, mais en même temps, on veut faire plaisir à nos lecteurs. C'est bien certain qu'ils ont des attentes. Et puis, ce qui est assez intéressant, parce que j'ai déjà reçu, la première journée même que le livre s'est retrouvé en librairie, déjà, je recevais des commentaires de lecteurs qui avaient déjà terminé le livre. Et certains me disaient « Ah, vous avez séparé La mouche et Bono. » Certains ont trouvé ça génial. D'autres, il y avait un petit côté... Il y avait petite angoisse. Une petite nostalgie. Okay. Mais en même temps, ils ont beaucoup aimé l'intrigue parce que je pense que cette intrigue-là est probablement plus forte que dans les trois premiers. D'ailleurs, c'est le verdict de Michel Belair dans Le Devoir, il y a 2 semaines. C'est ce qu'il disait. Pour lui, c'était le meilleur des 4. Bon, ça, on a chacun nos préférences, mais moi, j'aime beaucoup l'intrigue de celui-là. Oui, vous êtes particulièrement fier de celle-là? Oui, parce qu'il y avait des défis considérables. Ouais. Le premier, donc la séparation des personnages, mais aussi que ça se passe dans un milieu différent. On a d'abord Bono, qu'on sait qu'il est la victime en partant, et deuxièmement, la mouche qui arrive en terrain un peu hostile. Il fallait que je puisse donner de la consistance à tout ça et puis qu'il puisse mener son enquête malgré la réticence de la police française parce qu'ils ne sont pas très contents de l'avoir dans leurs pattes. Oui, juste quand on voit au Québec les juridictions entre un corps de police comme le SPVM, la Sûreté du Québec, juste ça. On peut penser que les gendarmes n'aiment pas la venue, évidemment, d'un policier qui est québécois, de surcroît. Exact. Et surtout que la police en France, c'est quand même très politisé aussi. Hein? Alors, il y a eu beaucoup de recherches qui étaient faites. Je connais assez bien la France, évidemment, pour y avoir été souvent.
Et puis les lieux où j'ai situé les personnages, c'est des lieux que je connais. Mais j'avais beaucoup de recherches à faire. J'ai fait énormément de recherches sur les sectes. C'est fascinant. Ça paraît que vous avez je dois tutoyer parce qu'on avait précisé que tu as ce désir toujours de faire une recherche et concret dans tous les volumes. Ah oui, oui. Ça, merci de le faire parce que ça nous fait encore plus plonger dans les enquêtes. Oui, parce que même s'il y a beaucoup d'humour, c'est un peu le lien important qu'on établit avec le lecteur. Si on veut que l'histoire se tienne, il faut qu'il y ait une base réaliste. Il faut que, c'est pour ça qu'on doit faire la recherche, les lecteurs sont, aujourd'hui surtout, sont très renseignés, alors on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Il faut que ça soit crédible. Oui. Puis j'ai toujours trouvé, pour moi en tout cas, que c'était aussi un phrasé qui était à la portée de tous. Aussi un souci d'une bonne qualité quand même de français, de langage, mais je trouve que c'est un niveau de littérature qui est aussi à portée de tous et qui est d'excellente qualité. Fait que de pouvoir allier les deux, ça, bravo, c'est pour ça encore une fois dans ce volet 4. Merci, c'est gentil. Une de mes fiertés, c'est justement qu'on puisse rejoindre en même temps la clientèle du journal. Et il n'y a pas de, je ne suis pas péjoratif que je dis, là, mais il y a des clientèles différentes. Que le livre soit bien accueilli autant par le Journal de Montréal que par la presse, que par le Devoir. Ça me fait un petit velours, ça, je l'avoue, je suis content. Et puis, je ne sais pas s'il y aura un drink to that avec une bonne pizza autour d'une réflexion pour nous inviter à un 5e. Bien certain. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, oui, c'est certain. J'ai même déjà le titre, mais je ne peux pas le dire tout de suite. OK, bon. Il faudra... Parce que je travaille un peu sur l'histoire. Là. OK. Et est-ce qu'on peut savoir où ça nous dirigerait pour nos 2 inspecteurs? On revient à Montréal. Premièrement, sur le plan physique, ça va se passer à Montréal. Ça va se passer dans le domaine de la musique. Oh! Oui. J'ai un double intérêt soudainement qui vient de se glisser. Mais chose certaine, évidemment, j'évoquais le drink to that. La pizza, les gens vont comprendre à la lecture du livre. Et c'est bien sûr avec La femme papillon actuellement en librairie. J.L. Blanchard ou Jean-Louis Blanchard pour les intimes. J'en suis un maintenant. Merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui te remercie, Alexandre. C'est toujours un plaisir de venir ici. Un plaisir partagé. Merci. C'est le dernier des vrais. C'est comme ça qu'il nomme son nouveau one-man show. Et il est aussi très connu sur les plateformes de balado. Pantelis qui est avec nous. Salut! Salut! Merci de prendre le temps de venir nous exposer ton matériel. Je le disais, peut-être que pour les gens qui nous regardent, tu es un nouveau nom pour eux, mais pour moi, non. Je suis d'ailleurs un public peut-être plus jeune aussi. Sur les balados, tu es très populaire autant en anglais qu'en français. Et puis, toi, tu fais justement de l'humour dans les 2 langues. Pourquoi c'est important pour toi d'être autant anglais que français? Mais au début, je pensais pas que je pouvais le faire en français, honnêtement. C'est vraiment Mike Ward, c'est lui qui m'a poussé. Il m'a dit non, ça marche, ton accent. Moi, j'avais peur de mon accent. Ah oui? Ouais, moi, je pensais que ça va pas marcher, le monde va être un peu fâché, ça va être fatigant avec mon accent, ça va être un peu dégueulasse. Puis j'ai vu le contraire. Alors... il y a Sugar Sammy qui a fait aussi un peu avant, qui était capable d'allier les 2 langues. Mais lui, il n'a pas vraiment un accent comme le mien. Puis en plus, c'est pas un accent normal. C'est pas un accent anglophone. Alors quand ils sont peut-être ils parlent anglais, ça va être anglo. Et salut tout le monde, quelque chose comme ça. Mais c'est même pas ça. C'est comme, c'est un réfugié péruvien, puis je suis grec, je suis même pas péruvien. Alors, je sais pas ça vient d'où. C'est un accent assez bizarre, c'est ça. Mais j'ai une bonne écoute. Alors, je prends beaucoup quand j'entends, puis j'essaie de m'adapter. C'est vraiment... Ouais. Mais est-ce que pour toi, justement, ta façon d'aborder l'humour est différente aussi? En français versus anglais? Oui, exact. Quand tu construis un gag, là, un ligne, un punch, mais est-ce que, il y a les règles de base de l'humour qui sont peut-être un peu pareilles, j'imagine, mais est-ce que, par contre, quand on pense au sujet, au thème abordé, c'est différent un peu? C'est assez difficile pour moi parce qu'il y a certaines blagues. Moi, je raconte beaucoup d'histoires. Je parle de ma vie, ma vie de tous les jours, puis il y a toujours quelque chose d'absurde qui m'arrive. Puis le syntaxe ne marche pas de la même manière. Alors, il y a des punchlines que tu peux facilement cacher en anglais, que tu ne peux pas faire ça en français. Alors, il y a certaines blagues qui ne marchent pas, je ne peux pas les traduire, alors ils restent dans leur langue naturelle, ou bien français, ou bien l'anglais. Okay. Puis il y a d'autres que je peux adapter, mais ça prend un peu d'effort.
Mais qu'est-ce qui fait rire les anglophones puis versus mettons, les Québécois francophones, là, pour toi, pour nous offrir peut-être une référence ou un exemple? Je peux pas donner vraiment qu'est-ce qui fait rire parce que c'est toujours un peu différent, mais je peux dire que les francophones, les Québécois francophones, c'est plus fun pour moi parce qu'ils me laissent vraiment aller où ce que je veux. Les tabous, c'est un peu différent. En anglais, c'est comme ils sont prêts à être offusqués un peu, juste avec des mots, mais en français, ils sont comme non. On sait ça fait partie de la culture, l'humour. Alors, je sais qu'il y a un point, élabore. OK. Tu vois? Alors, puis ça, pour une humoriste ou n'importe quel artiste, c'est la meilleure chose. T'es là pour l'art. Complètement, ouais. Tu sais que tu veux rire. Tu sais que mes intentions à moi, c'est de te faire rire. Alors, tu vas rester avec moi, puis pour voir qu'on va aller où. C'est où le gag? Et pourquoi le dernier des vrais? Parce que j'ai discuté avec mes amis, j'avais pas de titre, puis après, c'est vraiment ça qui est devenu. Tu sais, avec les nouveaux humoristes, ça arrive qu'ils ont peur de dire qu'est-ce qu'ils pensent, puis ils ne font pas le style classique, ils font pas le style classique de stand-up New York. Puis c'était, t'es le dernier des vrais, t'es le dingue qui fait ça. Puis je dis, hey, j'aime ça. Ouais. Puis c'est le titre. Bien, moi, je trouve, je ne sais pas si je vais errer en disant ça, mais depuis quelques années, il y a des open mic qui sont un peu partout à Montréal. Montréal semble, on a souvent eu référence Juste pour rire, mais je pense que Juste pour rire, c'était peut-être 15-20 ans. Puis là, j'enlève rien ce qui est arrivé récemment. C'est triste, là, la situation, mais enlève les 15-20 dernières années, depuis 5 à 6 ans, j'ai l'impression que c'est les open mic qui ont pris la relève de ce qu'était Juste pour rire à une autre époque pour les humoristes, finalement. 100%. Puis ici, à Montréal... Ou Laval, les environs, là. Mais c'est seulement à faire. Moi, au moins en anglais, je pense pas qu'ils faisaient quelque chose pour les humoristes. Ils ignoraient les humoristes canadiens, puis vraiment montréalais. C'était vraiment difficile de rentrer, de voir des... Moi, j'ai rentré finalement, puis c'était quand même assez difficile. Alors non, c'était vraiment les open mic qui ont donné la chance à des nouveaux humoristes. Tu fais des balados, je vais en parler parce que c'est connu, tu en fais en français, tu fais le French Cast, justement. Aussi, To Drink Minimum avec Mike Ward, qui est très connu. Tu participes des fois, si tu écoutes aussi avec Mike Ward. À quel point les balados que tu fais, c'est, disons, pour amener des gens dans ta salle, il y a une rétroaction qui est liée que tu peux faire? C'est complètement relié. Honnêtement, sans le French Cast, je sais pas comment je pouvais rentrer tout ce monde-là dans mes spectacles. Mais avec le French Cast, maintenant, je fais des salles, puis je demande au début, y a-t-il des fans du French Cast? Est-ce que vous êtes là à cause du French Cast? Puis la majorité, maintenant, c'est des gens qui écoutent le French Cast. Alors, on a changé vraiment la mécanique de vendre des billets. On n'a plus besoin des gens qui ne nous aimaient pas, de nous aider. Puis, on peut le faire ça toute seule, avec l'Internet, avec les balados. Puis tu es un des pionniers, est-ce que je peux le dire? Tu sais, souvent, on parle de Canada, Mike Ward. Oui. On parle de Mike Ward souvent, mais il me semble que tu es un des pionniers aussi. Oui, 2010, j'ai commencé. Octobre 2010, j'avais commencé les podcasts. Dans le temps où le monde me disait « Tu perds ton temps, c'est quoi ça? Ça va jamais être quelque chose, on s'en fout, c'est de la radio sur l'Internet, c'est quoi ça, les balados? » Puis moi, je voyais, comme Mike aussi, dans le temps, il voyait ça peut devenir quoi? Qu'est-ce que ça peut devenir? Puis, on avait raison, finalement. Ça s'est raffiné, évidemment, avec le temps. Là, on s'entend. Là, bien sûr, le son, l'image, maintenant, tu invites un public aussi qui est dans la salle pour certains modèles, comme, bon, je vais quand même le mentionner, sous-écoute, exactement. Mais, évidemment, toi, tu te projettes, tu te produis un petit peu partout au Québec. Là, je voyais des dates, là, notamment à Jonquière, puis bientôt au Bordel, justement, à Montréal. Pour la 3e fois, puis je pense qu'on va rajouter, on n'a pas annoncé ça, mais ils m'ont demandé si je veux rajouter une date en juillet, parce que ça a vendu vite encore. Alors peut-être, juillet aussi au Bordel. Alors, il y a encore beaucoup d'intérêt pour toi. Puis, on parle un peu de Mike Ward, parce que tu as fait sa première partie aussi à Mike Ward. Noir, oui. C'est ça, exact. Et qu'est-ce qu'un humoriste comme Mike Ward t'a appris sur le métier en général? C'est drôle parce que je ne peux pas vraiment te dire quelque chose, mais c'était beaucoup. J'ai appris tout sur le Québec, partout, comme les petites villes, le type d'humour, qu'est-ce qui fonctionne là-bas, peux-tu faire des shows là? Ça marche comment pour booker une salle? Tu parles à quelle personne? Alors, il m'a appris plein de choses. Puis aussi, la route, c'est difficile. Puis Mike, en plus, il fait ça fait longtemps. C'est fatigant. Alors, j'ai appris beaucoup de lui, comment gérer tout ça. Puis, sans lui, puis sans Noir, je ne sais pas si j'aurais eu le même intérêt pour me booker moi-même puis faire toutes ces places-là autour du Québec. Parce que c'est beaucoup de travail. Je veux dire, on parlait de balado, on parlait de construire un show d'humour, mais vous êtes tellement... Moi, j'ai un immense respect. Je pense que
la forme d'art pour laquelle les gens ont, je pense, le moins, disons, de perspective, c'est l'humour, parce que j'ai l'impression que les gens se disent un musicien, un chanteur va jouer de la guitare, va jouer des heures et des heures, mais je pense que les gens ils comprennent pas ou ne sont pas capables de réaliser à quel point construire juste un gag, ça vous demande des V1, V2, V3, V4, V5 et des heures là, de réflexion. Là. À quel point, je pense. Là. Oui, il y a certaines choses qui ne marchent pas, mais tu sais que ça peut marcher, puis tu te plantes, mais quand la journée arrive, et ça marche, c'est de la magie. Et sans aucun doute de te voir sur scène aussi, le dernier des vrais, Pantelis, allez voir sur ses réseaux sociaux. Les balados sont là. Merci beaucoup, Pantelis. Merci pour l'invitation. Quel est le lien entre Walking Dead et Amis imaginaires? Ben, c'est un film d'horreur pour lui, pour les dessins animés, pour Nicolas Vincent Poirier, et Walking Dead peut-être pour les plus jeunes, mais aussi parce qu'il y a une comédienne qui joue dans les deux projets. On va tout de suite en parler avec Nicolas Vincent Poirier. Salut Nico. Salut Alex. Oui, parce que pour toi, il faut le dire, Amis imaginaires, tu n'étais pas le public cible. Là. Non, du tout. Je peux dire que c'est une expérience absolument horrible que j'espère ne jamais revivre. Chaque seconde de ce film-là, Alex, était tellement pénible. Je peux même pas le décrire. Et pourquoi? Ça serait une forme de torture. Parce que, Alex, j'ai jamais aimé ce type de film-là. Même quand j'étais tout jeune, là, je suis passé de des G.I. Joe à des films d'horreur. Ça fait que l'idée de regarder ce type de film-là, ou des films de Walt Disney, comme n'importe quel enfant normal, pour moi, c'est jamais arrivé. Donc, je me retrouve dans un endroit en regardant ce film-là que, dans le fond, je ne comprends pas tout à fait pourquoi. Mais cela étant dit, même si ça a été absolument pénible pour moi, pour tous les gens à la maison qui aiment les films de Pixar, c'est un film que je conseille. Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui fais le lien entre ce film-là et Pixar, c'est le réalisateur John Krasinski qui le dit lui-même, c'est que ce film-là, c'est un film avec des vrais personnages, mais comme si c'était Pixar. Parce que l'histoire, encore une fois, ça fait très Pixar, là. C'est une jeune fille de 12 ans qui découvre des amis imaginaires qui se sont fait abandonner. Et bon, il y a aussi le personnage de Ryan Reynolds qui est dans le film aussi. Il est très bon, comme d'habitude, Ryan Reynolds. Le problème, c'est vraiment, c'est mes goûts personnels, c'est le type d'histoire. Mais si on exclut ça, la réalisation est très bonne, l'histoire, oui, elle est bonne pour ce type de film-là. Le film, non, il n'est pas si long que ça. On enlève mes goûts, évidemment, mais 1h44 pour ce type de film-là, c'est bien acceptable, c'est juste assez correct pour les enfants au niveau de la durée. Bon, pour les adultes aussi. Il y a quelques blagues que j'ai trouvées bien drôles, mais comme lesquelles? Je ne veux pas vendre des punchs. Ben non, mais quand même, intéresse-moi un peu. OK, il y a un ami imaginaire, c'est un verre d'eau. OK. OK, mais si je dis pourquoi ce qui m'a fait rire, c'est que je vendrais le punch. Je te le dirai après la chronique, Alex. Ça m'a vraiment fait... Ou d'aller voir le film. OK, regarde, je te donne ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait comme ami imaginaire un verre d'eau? C'est une bonne question. Ben, je découvrirai la réponse en allant voir le film. Mais chose certaine, c'était attendu. On savait que ça allait être le film qui, au box-office, allait avoir le plus d'attention. Tout à fait. C'est le film de la fin de semaine. Là, en Amérique du Nord, il arrive au numéro 1 dans sa première fin de semaine. 34 millions de dollars, 57 millions jusqu'à date à travers le monde, un budget de 110 millions. Le film va rentrer dans son argent. Et le réalisateur, John Krasinski, il joue un rôle dans le film. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est lui qui a réalisé le film A Quiet Place, le 1 et le 2. Et justement, c'est tout nouveau, mettons, des films pour enfants pour lui, parce que, lui était plus dans l'horreur avant. Mais en tant que comédien, on s'entend, Jack Ryan, c'est lui qui interprète Jack Ryan dans la série de Amazon Prime. Donc, on voit vraiment qu'il est versatile, là. Et je pense que c'est une bonne stratégie au niveau de sa carrière parce qu'on ne veut pas être... catalogué peut-être dans un type de film. Exactement. Et moi, la plus grande question que je me suis posée pendant un bout de temps, c'est mais pourquoi est-ce qu'il décide de faire ce film-là? Il n'y a pas besoin. Avec A Quiet Place, qui a extrêmement bien fonctionné au box-office, qui est devenu une franchise,
il a la possibilité de faire ce qu'il veut. Il veut Eh peut-être ben, pas être un Jason Statham numéro 2 qui a été catalogué dans le même type de rôle, Liam Neeson aussi. Là. C'est sûr, mais tu vois, dans ce cas-là, un film avec 110 millions de dollars de budget, c'est beaucoup plus que le film A Quiet Place. Donc, mon avis, pour lui permettre d'aller plus loin, de faire des films avec un plus gros budget, mais des films vraiment qui lui plaisent peut-être un peu plus, quoique quand même, il ne faut pas oublier, c'est lui aussi qui a écrit ce film-là, If. Donc, c'est une bonne idée au niveau de sa carrière. Pour les gens comme moi, n'allez pas voir ce film-là. Absolument pas. Mais peut-être d'aller voir Furiosa, a Mad Max saga, parce qu'il était présenté pas en compétition officielle, hors compétition, mais quand même présenté à Cannes tout récemment. Que des critiques élogieuses pour ce film-là. Toi, j'ai l'impression que tu attends ce film-là. Tu m'en avais même déjà parlé la semaine dernière. J'attends ce film-là. Je suis persuadé qu'il ne sera pas aussi bon que Fury Roads de 2015. Et pourquoi? Pourquoi? Bien, simplement parce que Fury Roads de 2015, George Miller, il lui a pensé pendant une vingtaine d'années à ce film-là. Tandis que celui-ci, bien, c'est un spin-off d'un personnage qu'on a vu en 2015. Donc, on parle il y a eu beaucoup moins de temps pour y réfléchir parce que, il y a quelques années, l'idée des spin-offs, ça n'existait pas. Tout comme le concept des reboots est arrivé à peu près en 2005, l'idée de faire des spin-offs, c'est quand même tout récent. Je ne pense pas que George Miller, pendant une vingtaine d'années, il avait l'idée du spin-off de Furiosa. Explique-nous, pour le bien des gens, ce que c'est un spin-off, pour peut-être, là, déjà, s'il prévoit aller voir ce film-là, là, pour vraiment nous le préciser. Là. Un spin-off, c'est quand on prend un personnage principalement secondaire d'un film et qu'on fait un film sur ce personnage-là. Ou si on prend l'exemple du dernier film de Batman, le Pingouin, qui est un personnage secondaire, eh bien, on fait un spin-off, mais en série télé. Donc, le spin-off du Pingouin va arriver. Tandis que, bon, pour Mad Max, en 2015, Furiosa, personnage secondaire, qui, à mon avis, c'est le personnage principal, c'est celle que je me rappelle avec Charlize Theron, là. Qui était excellente dans son rôle. Eh bien, on prend le personnage et on fait un film pour ce personnage-ci. Donc, dans ce cas-là, il sera plus jeune. Le personnage sera plus jeune. Donc, c'est comme si on remontait le temps un peu. Un prequel. Oui, exact. Donc, et il y a aussi un autre film qui a été présenté, puis on continue toujours sur Cannes, parce que là, on va le voir, puis on y reviendra pour Mad Max la semaine prochaine. Alors, tu auras eu le temps de le voir, de porter tes yeux dessus et de te faire une tête pour nous ramener une critique. Mais il y a un autre film qui a été présenté. Projet d'envergure, Megalopolis, flop, critique qui a descendu le film. Et évidemment, c'est un projet d'ailleurs de sa carrière pour Martin Scorsese et qui finalement pourrait finir sur cette note-là si jamais il ne fait pas d'autres films. Alors, c'est triste de voir cette critique-là. Je sais que tu n'as pas vu le film encore, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ça dépend de quel point de vue. Si c'est un film qu'il voulait vraiment faire, peu importe, c'est pas si, évidemment, c'est ce qu'il voulait faire. Il a mis sa propre argent dans le film. Et pourquoi il a fait ça? Les studios ne voulaient pas s'en mêler, ne voulaient pas vraiment toucher à ce projet-là. Et en même temps, pour avoir la liberté totale de faire ce qu'il veut, donc il a mis son propre argent, il a fait ce qu'il veut. Et ça, c'est une liberté incroyable en tant qu'artiste. Donc, juste pour ça, il a dû réfléchir 2 secondes avant de mettre autant de millions de dollars dans un film. Admettons que ça ne marche pas financièrement. À quel point ça peut m'impacter? J'ai confiance dans les finances de Francis Ford Coppola. Je ne m'inquiète pas du tout pour lui. Il y a un vignoble, entre autres, il ne faut pas oublier ça. Ouais. Mais la raison pourquoi je pense que, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas vraiment ce film-là. Il y a une raison, Alex, pourquoi les studios à Hollywood se mêlent beaucoup et contrôlent le contenu d'un film et les films en général. C'est pour assurer une certaine qualité. Et ça veut dire quoi, une certaine qualité? C'est pour que le public moyen l'apprécie, pour pas que ce soit quelque chose extrêmement niché que 0,002% des gens vont comprendre. C'est très correct, ce type de film-là, mais pas quand on met des millions de dollars et on désire un retour sur investissement. Donc, dans ce cas-ci, Francis Ford Coppola, c'est un grand artiste qui a décidé de faire un film où il y avait la liberté totale. C'est parfait, mais sans l'encadrement des studios
pour n'importe quel artiste, c'est un peu normal, c'est peut-être difficile d'avoir un regard critique aussi. Ben, c'est ça, puis de dire, OK, est-ce que ça va vraiment plaire au public? Parce qu'une fois qu'un film est fait, je prends le film If qu'on a parlé tantôt, ou Mad Max, une fois que le film est fait, il est présenté aux têtes des studios et si ça fait du sens pour eux, on le présente à un public test. Le public test n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il faut changer de tel personnage? Il faut recommencer tout. On retourne à un tournage ou un montage aussi. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des deuxièmes et des troisièmes tournages qui est devenu commun maintenant pour les films à gros budget. Donc, c'est pour ça que les studios contrôlent énormément le produit fini à la fin. C'est pour éviter d'investir énormément d'argent. Puis même si les studios contrôlent du mieux qu'ils le peuvent, ça arrive souvent qu'un film ne passe pas, n'est pas apprécié du public. Donc, c'est ça. C'est peut-être le fait qu'il y avait la liberté totale, mais c'est ça. Ça a donné un produit qu'une faible partie de la population peut vraiment apprécier. Là. Et aussi parce qu'il s'appelle Francis Ford Coppola, il avait déjà eu du succès et un cinéaste légendaire aussi, déjà une légende vivante. Alors ça aussi, ça donne de la liberté aussi en pareilles circonstances, également, pas juste le côté pécunier naturellement. Merci beaucoup à toi. Merci Alex. Je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez rattraper tout notre contenu sur notre chaîne YouTube, tvrl.ca également pour émettre vos suggestions et commentaires. Autre plateforme pour vous faire entendre, soit notre page Facebook. Je veux remercier Lucette, Daniel, Simon. Il y a aussi Alain et également Sophie qui collabore à cette émission. Je vous dis à très bientôt, mais n'oubliez pas, tous les dimanches matin 9h30, une belle façon de nous appuyer, c'est de jouer au bingo. Cette semaine, 3 500 $ à gagner, dont 2 300 $ pour la carte pleine. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.